C'était une communication du Premier ministre Emmanuel Nadinga. Vous le suivrez dans ce journal. Le ministre soudanais de la Santé entreprend une visite au Tchad. Arrivé ce matin à N'Djamena, il a été accueilli par son homologue tchadien, Dr Laor Ngawara. Le PNSA évalue l'impact des engins agricoles dans le Hagar-Lamis. Une mission de supervision vient de séjourner dans la région. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis près de 10 ans, le Tchad vit une situation économique appréciable, sinon remarquable, consécutive à la stabilité politique du pays et à l'exploitation de ses ressources minières. Le pays est véritablement sur les traces de son développement socio-économique. Cependant, les Tchadiens tardent à libérer leur génie créateur pour engranger tous les bénéfices de cette embellie. Éditorial Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des chiffres non officiels et parfois contradictoires, je dois l'avouer, soutiennent que le pays qui est le nôtre accueille sur son sol des centaines, pour ne pas dire de milliers d'entreprises. Rien de surprenant au demeurant. Cependant, la suite l'est moins. Cette même source soutient, et c'est vérifiable par contre, que plus de 2/3 se sont établis seulement ces 12 dernières années. Un record. Néanmoins, au prorata des pourcentages, les initiatives locales sont de loin minoritaires. Les quelques rares velléités du terroir sont hélas confinées à la périphérie de la création des richesses, la sous-traitance. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de chiffres exacts est une stupidité à réparer au plus vite. C'est une grande frustration pour moi, journaliste. Des grands noms, sinon des multinationaux foisonnent depuis une dizaine d'années, parfois avec de faire-valoir, des prête-noms pour brouiller les pistes des limiers de la fiscalité. Dans la téléphonie mobile, cette bizarrerie de sous-traitance est très fréquente. Une sorte de pseudo-privatisation en interne de certaines branches, sinon activités. Mais là n'est pas l'objet de mon éditorial. Je m'interroge simplement et me dis à qui profite ce qu'on pourrait qualifier de boom économique avec un soupçon d'exagération. Car il ne faut pas se méprendre, la situation économique du Tchad ces 10 dernières années est inédite. Il se pourrait que nous soyons à un cycle de notre histoire qui serait unique pour plus de 2 générations. Ceux qui se prédestinent à écrire l'histoire du pays ont, à mon avis, un intéressant angle d'attaque, sinon un excellent point de départ. Il y a certes de la création des richesses avec des emplois générés, de la plus-value en matière de recettes publiques boostées, mais aucun pays au monde n'a réussi à construire son schéma de développement économique sur un tel postulat. Le Tchad pêche par une carence des institutions indépendantes d'analyse et de sondage économique. Nos universités ne s'intéressent qu'accessoirement à la réflexion et les départements ministériels transversaux butent sur un déficit de dynamisme et de prospection et même fondamentalement d'imagination. Confinés qu'ils sont à la routine des signatures des accords pour les uns et les autres réduits à subir le diktat des entreprises étrangères. Un diktat probablement bien conditionné, autrement cet oukase aurait déjà révolté tous les chefs de départements ministériels, du moins pour ceux au fait de la supercherie. Combien sont les départements ministériels en charge des questions de développement qui, au demeurant, s'informent et intègrent les données statistiques produites par le réputé sérieux Institut national de statistique et des études économiques et démographiques dans la programmation. La programmation en matière de santé, de l'éducation, des activités socio-sanitaires, mais aussi dans l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les investissements. Comment envisager notre développement si au lieu d'anticiper, nous nous contentons de subir? L'entrepreneuriat au Tchad reste encore une affaire des initiés. Le cercle demeure encore sélect. Les potentialités du pays sont incommensurables. Le livre blanc publié il y a peu est assez révélateur. Bien que constitutionnel, la liberté d'entreprendre bute encore sur des pesanteurs de tout genre que l'État a du mal à vaincre malgré la volonté politique manifeste. Nos banques commerciales rechignent à prendre leur part de risque. Ceci expliquant cela, notre tissu économique reste désespérément commercial avec des multitudes de sarles qui ne survivent pas à la première secousse. Vivement lundi prochain.
L'éditorial de la semaine signé Ahmad Makaïla. À suivre la lecture de quelques décrets à la fin de ce journal. L'inondation est signalée dans certaines régions du pays et dans la capitale. Cette situation a suscité la réaction du gouvernement. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a fait une communication à l'opinion nationale et internationale. Le chef du gouvernement a indiqué que la situation est préoccupante et nécessite une action urgente qui est d'ailleurs entreprise par les plus hautes autorités du pays. Suivez plutôt le chef du gouvernement. Comme il fallait s'y attendre, la bonne pluviométrie de cette année a eu pour effet négatif une surabondance des pluies, entraînant des inondations dans plusieurs des régions du centre, de l'Est et du sud du pays. Les régions les plus touchées, dont la situation relève de la catastrophe naturelle, sont le Dar Sila, le Salamat, le Moyen Chari, la Tandjilé, les deux Mayo-Kébi Est et Ouest et 5 arrondissements municipaux de la ville de N'Djamena. Ces inondations ont des conséquences désastreuses sur nos populations placées en situation de personnes sinistrées et sur nos cultures vivrières dont plusieurs champs. Et plus précisément, 255 000 hectares sont dans l'eau et enfin nos bétails ne sont pas non plus épargnés. Pour ce qui concerne particulièrement les cultures vivrières de la campagne en cours, si la pluviométrie se maintient au rythme actuel, c'est-à-dire avec la même intensité, les récoltes risquent d'être compromises. Sur le plan humain, nous déplorons déjà la mort d'une mère et de son enfant suite à l'écroulement de leur maison à Rigri dans le Kanem. Nous faisons là face à une catastrophe de grande ampleur qui commande une intervention d'urgence conséquente de l'État. En attendant une évaluation plus exhaustive de cette situation catastrophique, le gouvernement, sur instruction expresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a débloqué plus d'1 milliard de francs CFA pour une assistance d'urgence dans l'immédiat aux zones sinistrées, leur assurer l'aide alimentaire et une couverture sanitaire plus appropriée pour prévenir les épidémies et protéger en premier lieu les personnes vulnérables. Des missions composées de membres du gouvernement, de députés et des conseillers de la présidence de la République ou de la primature vont se déployer à partir d'aujourd'hui même simultanément dans les zones en détresse pour la supervision de l'aide aux sinistrés. Les autorités locales doivent veiller à ce que l'opération se fasse dans la transparence et avec professionnalisme afin de soulager tous les éprouvés dans les régions concernées. Tous les Tchadiens doivent se mobiliser pour réduire les effets désastreux de cette catastrophe dans un esprit de solidarité collective. Notre unité et notre patriotisme sont mis à l'épreuve face à cette situation. Le gouvernement tient à ce que tous les moyens déployés pour cette aide d'urgence aient des effets immédiats, directs sur le terrain. Tous ceux qui sont chargés de la gestion de ces moyens rendront compte de l'action sur le terrain et de son impact. Le gouvernement va prendre aussi des dispositions nécessaires pour que cette situation ne perturbe pas outre mesure la rentrée scolaire des élèves des zones affectées. Je tiens à remercier déjà toutes les bonnes volontés qui se mobilisent pour soutenir le gouvernement dans cette action d'urgence et pour la suite des actions à mener pour redonner espoir aux populations affectées.
Inondation, on en parlera encore. La ville de Moundou n'est pas épargnée. Les récentes pluies ont perturbé les chantiers de construction. Des dégâts énormes ont été enregistrés. Des précisions avec Innocent Kilayou. Moundou, la capitale du Logone occidental, est en chantier depuis quelques mois. Mais comme la ville est située dans une zone méridionale, Moundou n'a pas échappé aux récentes averses. Les grosses pluies qui se sont abattues dans cette ville empêchent l'évolution des chantiers. Certains quartiers périphériques de la ville sont inaccessibles. Cette situation oblige la mairie de Moundou à mobiliser ses employés pour drainer les eaux fluviales vers le fleuve. Les gens ont seulement tracé les canalisations tout bonnement, sans le savoir, sans levé topographique. Ils ont tracé les canalisations tout droit vers le Logone, pensant que la pente naturelle se trouvait du côté du Logone. Alors qu'en réalité, le niveau même du fleuve est plus haut que le niveau de la ville. Et c'est ce qui fait que chaque année, à pareille époque, les eaux, quand il y a crue, les eaux du Logone sortent de leur lit, vont dans la partie ouest se verser dans le lac Oué, qui à son tour vomit toutes ces eaux-là dans la ville. Et c'est ce qui explique l'éternel problème d'inondation dans cette ville. La mairie de Moundou se bat également pour débarrasser la ville des immondices entassés ça et là et qui rendent la ville insalubre. Chapitre inondation toujours, le village Éré se trouve également dans l'eau depuis le mois dernier. C'est une localité qui se trouve dans la région, c'est une localité située dans la région du Mayo-Kébi Est qui est menacée par les eaux des pluies. Les dégâts matériels sont aussi enregistrés. Kadnouba Théophile nous en dit un peu plus. Les habitants du village Éré sont dans le désarroi. Ils sont envahis de part et d'autre par les eaux des pluies diluviennes. Eux ne savent à quel sein se vouer. Tout le village est dans l'eau. J'ai près de 5 maisons qui sont tombées et les enfants sont en train de patauger dans l'eau. Il y a le paludisme, il y a toutes sortes de maladies qui sont déjà arrivées chez nous. Face à cette situation lamentable, les ressortissants du village, réunis au sein de l'association Zulia, se sont mobilisés pour assister leurs frères et parents. En dépit de cette assistance, la situation est loin d'être maîtrisée. Nous avons acheté à plus de 2000 sacs pour donner à la population pour qu'ils puissent faire face à l'inondation. Tellement que le village est vaste, l'effort du village du paysan, l'effort des Zulia ne pourra pas vraiment être comme nous le souhaitons. Donc nous appelons le gouvernement au secours. Outre les habitations, les eaux des pluies ont également emporté une grande partie des champs. Nous avons donc semé, les paysans ont fait le premier cerclage, la première épandage d'engrais a été faite et la deuxième fraction d'engrais a été amenée, malheureusement, avec les eaux de pluie, le périmètre s'est vu englouti. Selon les autochtones, Éré signifie le bonheur. Mais avec cette situation, le bonheur semble céder la place à la pitié. Et en cette pareille circonstance, les personnes de bonne volonté sont sollicitées. Autre volet de l'actualité nationale, le ministre soudanais de la Santé, Bahar Idriss, entreprend une visite au Tchad. Arrivé ce matin à N'Djamena, il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamous par son homologue tchadien, Dr Mahmoud Nawar Ngawara. Un reportage signé Sintige Mantar. Il était 12 heures quand le ministre de la Santé du Soudan foulait le sol tchadien, accueilli chaleureusement par son homologue tchadien, Mahmoud Nawar Ngawara. Une visite et un accueil qui témoignent des bonnes relations qui lient les deux pays. Depuis quelques années, la coopération entre le Tchad et le Soudan s'est renforcée dans plusieurs domaines, dont la santé, avec la signature d'un protocole d'accord l'année dernière.
Selon le ministre soudanais, c'est d'ailleurs dans ce cadre que se situe sa visite d'amitié et de travail au Tchad. Son homologue souligne déjà que plusieurs sujets seront abordés lors de leur séance de travail. L'année dernière, une délégation du ministère de la Santé a été donc au Soudan. Un protocole de coopération a été signé portant sur plusieurs plans, sur la formation, sur le renforcement en ressources humaines. C'est pour consolider ce protocole d'accord qui a été signé l'année dernière pour vraiment une bonne mise en œuvre que le ministre de la Santé donc, a fait. Donc, nous fait le plaisir de venir nous rendre visite. Vraiment, c'est quelque chose d'important quand nous allons passer en revue ces différents aspects. Vous verrez que c'est très important dans le monde de la formation des paramédicaux, des médecins spécialistes et également dans le code du renforcement de nos différentes structures, en particulier l'hôpital général, l'hôpital Mère Enfant et l'hôpital moderne qui est actuellement en construction. La coopération Tchad-Soudan dans le domaine de la santé devrait permettre de renforcer le système et les structures sanitaires du Tchad. C'est du moins le souhait des deux parties. Le Tchad se prépare pour soumettre son rapport sur l'élimination de la discrimination raciale au comité onusien qui se réunira le 16 septembre prochain. Depuis ce matin à Etena, le ministère des Droits de l'Homme procède à l'examen du dit rapport. Le reportage de Adef Ahmad Ben Rahman. En 1977, le Tchad a ratifié la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. À l'instar des autres États signataires, le pays est tenu de présenter tous les 2 ans un rapport sur les mesures prises en vue de sa mise en œuvre à l'échelle nationale. La tenue de cette rencontre à Etena s'inscrit dans cette logique. Durant 3 jours, les membres du comité de suivi des instruments internationaux en matière des droits de l'homme vont valider les projets de rapports périodiques soumis à leur appréciation. Pour la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, un pas important a été franchi par le Tchad dans la lutte contre la discrimination raciale. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, le gouvernement de Tchad a fourni d'énormes efforts en matière de droits de l'homme en général et l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en particulier. Il n'est point à vous démontrer que son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, premier défenseur des droits humains, mène un combat sur toutes ces formes en vue de l'élimination réelle de toutes les formes de discrimination raciale au Tchad. Après sa validation, les projets du rapport périodique sera soumis au gouvernement pour validation, ce qui permettra au Tchad d'honorer davantage ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine et des Nations Unies. Le directeur général des investigations économiques et financières, Ngardinga Pernal Sarous, s'est rendu dans les ministères pour s'assurer du contrôle des agents de la mission Cobra. Cobra passe au pain fin les documents administratifs, les recettes fiscales et douanières de tous les services. Ce matin, c'est les directions des mines, urbanisme, domaine, passation des marchés, impôts, ONEX et ONRTV qui ont reçu la visite de la délégation. Granga Chamirima. Lancée le 23 mai dernier sur l'ensemble du territoire, la mission Cobra est aussi dans la capitale. Les agents chargés de l'investigation économique et financière du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance sont déployés dans tous les ministères. À la direction des mines, la mission de contrôle a déjà effectué un résultat de 80% des tâches exigées par le ministère tutelle. La mission de contrôle dans les différents ministères ne comporte que la période allant de 2009 à 2012. L'équipe effectue régulièrement des missions de terrain pour concilier les documents soumis à leur approbation. À la direction des impôts, les résultats des contrôles effectués depuis quelques mois sont très satisfaisants. Travailler d'arrache-pied depuis le début du lancement de la mission et jusqu'à ce jour, on est parvenu à découvrir des montants importants à hauteur de 3,303 milliards. Néanmoins, nous demeurons encore trop optimistes quant à l'augmentation systématique de ce montant qui constitue des recettes qui ont été mises mais qui n'ont pas fait l'objet de recouvrement et qui sont mises en veilleuse. Et ces recettes sont mises en veilleuse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les contrôleurs
contribuables n'essayent pas quand même de s'acquitter de leurs obligations par simple fait d'incivisme fiscal. C'est ce qui n'est pas bon déjà. Le deuxième aspect va beaucoup plus au niveau de l'administration elle-même, en ce sens que les recettes qui sont émises font parfois l'objet de contestation par les contribuables. Pour le directeur général de l'investigation économique et financière du ministère de la Justice, de l'assainissement public, cette visite est nécessaire pour s'assurer de l'effectivité de la mission Cobra. Pour l'instant, nous nous sommes rendus compte que les missions sont effectivement sur le terrain, sont en train de travailler, parce que pour beaucoup de gens, ils pensent qu'il n'y a pas de mission en N'Djamena. Les agents du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance ont également posé leurs valises dans les départements du domaine, du pétrole, de l'Office national des examens et concours du supérieur et l'Office national des radios, diffusion et télévision du Tchad. Les résultats de leurs travaux seront connus d'ici fin septembre. Lancée il y a de cela un mois, l'opération Laissez-passer appelée au quai se poursuit. C'est une initiative du ministère des Finances en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique afin de renflouer les caisses de l'État et d'amener les usagers des voitures à être en règle. Noubadoumbaï Talomadi. L'opération pour le contrôle des pièces appelée au quai est une initiative du ministère des Finances en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration. Une initiative décriée par les associations civiles et de droits de l'homme qui la jugent dépourvue de tout fondement juridique. Pourtant, le coordonnateur technique de cette opération souligne qu'elle a une vision fiscale. Suite à un constat qui a été fait au niveau des différents services de recettes, on a trouvé que beaucoup de ces véhicules n'ont pas acquitté les droits qu'il faut. Le ministère des Finances et celui de la Sécurité publique ont décidé de mettre cette commission en place pour obliger ceux des propriétaires de véhicules qui n'ont pas acquitté les droits et taxes de les faire. Donc c'est beaucoup plus un objectif essentiellement fiscal. On s'est rendu compte que beaucoup de véhicules, notamment les bennes et les IAS, beaucoup n'ont pas acquitté les droits. Beaucoup n'ont pas acquitté les droits. Il y en a qui n'ont jamais, en dehors de la carte grise qui quelquefois même est fausse, n'ont jamais acquitté aucun autre droit. Du côté des citoyens, les points de vue sont plutôt mitigés. Je suis content. Il le faut. Et c'est une bonne chose de faire cette opération de contrôle quasi général sur tous les organes et les pièces afférentes. J'ai fait tous les circuits ici. J'ai pas vu quelqu'un qui a prélevé l'argent avec quelqu'un ou tout ça. J'ai payé seulement que 6 000 francs par rapport aux organes de ma voiture. Sinon, les pièces, c'est correct. Certains citoyens déplorent plutôt la méthode utilisée pour cette opération. Ok, pour moi, c'est question en norme. Mais quand il faut revenir, mais là, il y a trop de difficultés. On ne sait par où commencer. Il faut donner de l'argent par-ci, par-là avant qu'on donne une fiche. Donc c'est n'importe quoi. Il faut que les gens se disent que c'est pas normal. Au-delà de sa vision fiscale, l'opération permet de déceler d'autres infractions et même d'arrêter des personnes suspectées dans certaines affaires. Il vous souviendra que la région de Hadjar-Lamis a reçu une cinquantaine de tracteurs dans le cadre de la campagne agricole 2011-2012. Ces engins agricoles sont utilisés depuis quelque temps par les producteurs. Quel est donc l'impact de ces moyens de labour sur le terrain? Suivez plutôt ce reportage signé d'Oba Robert. À Bokoroko Massakori, les producteurs de ces deux localités ont su mettre à profit les tracteurs mis à leur disposition par le pouvoir public. Ces tracteurs leur ont permis d'agrandir des surfaces cultivables. Ici, dans le Dababa, sur l'ensemble des 3 sous-préfectures que compte le département, de 500 hectares, on est passé à plus de 900 hectares. Ces terres cultivables sont exploitées pour les cultures vivrières, le sorgho, le pénincillaire, le sésame et bien d'autres cultures de rente. Au départ, avec le but d'attelage, je faisais 2 à 3 hectares. Maintenant, grâce aux tracteurs mis à notre disposition par l'État, j'ai 18 hectares. Au cours de cette mission d'évaluation, le superviseur du programme Labour du PNSA pour la région de Hadjar-Lamis a eu une séance de travail avec les chefs de groupement. Rencontre au cours de laquelle les producteurs sollicitent l'augmentation en nombre de tracteurs et leur déploiement à temps sur le terrain. Après le département de Dababa, cap sur Massakori, chef-lieu de la région de Hadjar-Lamis. Là également, les producteurs ont su mettre à profit ces tracteurs. De 500 hectares, l'on est passé au double.
Je voudrais adresser mes vifs remerciements au président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, pour sa vision par rapport à la mécanisation de notre agriculture. Et les gens ont aussi vu maintenant la nécessité de ces engins. Pour le superviseur du programme Labour Pénessa de la région de Hadjar Lamis, cette mission lui a permis d'évaluer l'impact des tracteurs mis à la disposition des producteurs. Le labour au tracteur, eh bien, ça permet de non seulement de gagner du temps, mais de labourer sur de grandes superficies. Et puis, ça permet aussi de gagner du temps et ça permet aux producteurs de produire plus, non seulement pour leur subsistance, mais aussi pour des revenus monétaires, pour qu'ils puissent acheter autre chose que ce qu'ils produisent. Ahmad Abakar d'ajouter qu'avec cette bonne répartition pluviométrique, le Hadjar Lamis pourrait ainsi atteindre l'autosuffisance alimentaire. Acte du chef de l'État avant de nous séparer. Au terme du décret numéro 1424, le colonel Adam Idriss est nommé chef de l'état-major de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État DGCI. Au terme du décret numéro 1425, sont nommés ambassadeurs du Tchad les personnalités ci-après: Nagoum Yamassoum, Adoum Atimer, Mbaye Dikoy Somel Yabao, Adoum Baba, Bintou Maloum, Adoum Younusmi, Abbas Ali, Nassour Gelendouksia Waïdou. Au terme du décret numéro 1426, la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel est ouverte le 4 septembre 2012. Le décret numéro 1427, au terme de ce décret, il est mis fin à la mission de démembrement de la CENI des 9e et 10e arrondissements de la ville de N'Djamena. Le décret numéro 1428 porte également met fin à la mission des membres et des présidents de la CENI de la commune de N'Djamena. Enfin, au terme du décret numéro 1429, il est mis fin à la mission des présidents des démembrements de la CENI des 9e et 10e arrondissements de la ville de N'Djamena. Voilà, c'est avec la lecture de ce décret que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.